mouvement, force, principe d'inertie. Ce sont les différentes notions que nous allons développer dans cette vidéo. Tout d'abord, la force, telle qu'elle l'entend le physicien, n'est pas la même que celle qu'on l'entend dans le langage courant. Pour le physicien, une force, ça représente une action mécanique exercée par un objet sur un autre. Et cette représentation se fait sous forme d'une flèche, sous forme d'un vecteur. Par exemple, ici, on a un petit personnage qui pousse un bloc de rocher. Eh bien, son action sur le bloc de rocher est représentée par une force, par un vecteur, par une flèche, ici verte. L'intensité d'une force s'exprime en newton, le symbole c'est N majuscule. L'intensité d'une force se mesure avec un newton-mètre, qu'on peut aussi appeler dynamomètre. Le principe du newton-mètre est extrêmement simple. On a ici un petit ressort qui pour l'instant est au repos, et lorsqu'on va exercer une force en tirant sur la tige du dynamomètre, le petit index va se déplacer, et on n'a plus qu'à lire l'intensité de la force. Alors on sait bien que force et mouvement sont liés, et on a ici une petite animation que je vais mettre en route, qu'on va essayer de décortiquer. Il s'agit d'un bloc de rocher par exemple, et puis d'un petit personnage qui va le pousser. Dans un premier temps, il va le mettre en mouvement, dans un deuxième temps, il va continuer à pousser cet objet, puis il va s'arrêter de pousser et l'objet va s'arrêter. C'est quelque chose qui nous semble assez naturel. Première étape, on met l'objet en mouvement, deuxième étape, on continue à pousser, troisième étape, on s'arrête, et l'objet fait encore quelques dizaines de centimètres et s'arrête à son tour. On peut repasser la vidéo. On commence en mettant l'objet en mouvement, on entretient le mouvement, on s'arrête, le mouvement s'arrête. Bien, on peut donc distinguer plusieurs étapes. Première étape, eh bien, si l'objet est immobile, il va rester immobile, jusqu'à ce qu'une force le mette en mouvement. Deuxième étape, pour maintenir le mouvement de cet objet, il faut continuer à exercer une force. Puis troisième étape, s'il n'y a plus de force qui s'exerce, l'objet s'arrête. Voilà quelque chose qui nous semble extrêmement naturel, extrêmement normal. Le problème, c'est que pour le physicien, eh bien, 2 de ces 3 items sont faux. Alors pour s'en persuader, on va s'intéresser à un autre exemple que celui-là. On va s'intéresser à un sport que vous connaissez qui s'appelle le curling, qu'on voit régulièrement tous les 4 ans aux Jeux Olympiques. Dans ce sport, on a des palets, des espèces de grosses pierres, qui sont extrêmement bien profilées pour glisser parfaitement sur la patinoire, la glace de la patinoire, et ça joue par équipe. Première étape, le palet est immobile, et ce joueur va le mettre en mouvement. Deuxième étape, bien que le joueur l'ait lâché, le curling va continuer à avancer, de façon régulière, de façon rectiligne et uniforme. Le balai continue à avancer, alors les petits coups de balai devant sont destinés à améliorer l'état de la glace pour favoriser la glisse, éventuellement diriger un petit peu le palais, mais on voit bien qu'il continue, il continue, jusqu'à ce qu'au contraire, eh bien, il y ait une interaction, une force exercée par un autre objet qui l'empêche d'avancer. On pousse, ça continue, c'est un mouvement rectiligne, uniforme, et ça continue jusqu'à ce qu'une force contraigne ce palais à s'arrêter. Alors, ce qui est un peu différente de celle qu'on a vue précédemment. Sur cette nouvelle animation, on va essayer de représenter ce qui s'est passé pour le palais de curling. Première étape, on met l'objet en mouvement. Deuxième étape, l'objet continue à avancer seul, sans qu'il y ait aucune force qui s'exerce pour maintenir son mouvement. Et troisième étape, il faut l'arrêter en exerçant une force contraire à son déplacement. On regarde à nouveau. Première étape, on le met en mouvement. Deuxième étape, le mouvement s'entretient, le palais continue tout seul. Troisième étape, on l'arrête en exerçant une force contraire. Voilà pour le physicien ce qui se passe lorsqu'on pousse un objet. Un objet va rester immobile jusqu'à ce qu'une force le mette en mouvement, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, ça reste vrai. Le mouvement tend à se maintenir même en absence de force, c'est le cas du curling qui continue son mouvement rectiligne et uniforme.
Et enfin, pour contraindre un objet à s'arrêter, il faut une force contraire à son mouvement. Une force qui va s'opposer à son mouvement. Pourtant, c'est pas du tout l'impression qu'on avait lorsqu'on avait regardé la première animation. Alors, on va la regarder à nouveau et l'interpréter du point de vue du physicien. Première étape, on met le roc en mouvement en poussant dessus, normal. Deuxième étape, on continue à pousser pour entretenir le mouvement. Troisième étape, lorsqu'on arrête de pousser, la boule s'arrête. Mais vous remarquerez que dans l'animation, il y a quelque chose de supplémentaire qui a été représenté. Ce quelque chose de supplémentaire, c'est les forces de frottement qui s'exercent sur le bloc de rocher. Donc première étape, pas de surprise. Deuxième étape, on doit continuer à pousser parce que le bloc est soumis maintenant à deux forces. Ces deux forces, c'est la poussée exercée par le petit personnage et les forces de frottement. Et globalement, ces deux forces se compensent. Tout se passe finalement comme si le bloc de rocher n'était soumis à aucune force. On retrouve bien la situation du curling. Et puis dernière étape, pourquoi le rocher s'arrête-t-il? Eh bien le rocher s'arrête parce que lorsqu'on va arrêter de le pousser, il n'y a plus qu'une seule force qui s'applique sur le bloc, c'est les forces de frottement qui vont le contraindre à s'arrêter. Ce qu'on vient d'énoncer s'appelle le principe d'inertie. On peut aussi l'énoncer de la façon suivante. Un objet en état de repos tend à conserver son état de repos. Un objet en état de mouvement tend à conserver son mouvement. Le mouvement tend alors à être rectiligne et uniforme. Tout ça, ça reste vrai, tant qu'une force ne contraigne pas ces objets à quitter leur état soit de repos, soit de mouvement. On peut encore exprimer ça de façon différente. Lorsqu'un objet est en état de repos ou en mouvement rectiligne uniforme, alors, eh bien cet objet n'est soumis à aucune force, ou alors, il est soumis à un ensemble de forces qui se compensent, qui s'annulent. On appelle ça un solide pseudo-isolé. Et on a quelque chose qui est équivalent. C'est-à-dire que si, inversement, j'ai un objet soumis à aucune force ou soumis à des forces qui se compensent, alors, forcément, il est soit à l'état de repos, soit en mouvement rectiligne et uniforme. On peut trouver ça un peu bizarre, que la même situation, le même principe, s'applique à deux états qui sont pour nous complètement différents, l'état de repos et l'état de mouvement rectiligne uniforme. En réalité, pour le physicien, il n'existe pas de différence fondamentale entre l'état de repos et le mouvement rectiligne uniforme. En effet, repos, mouvement, tout est relatif et dépend de l'observateur. On a ici deux personnages qui sont identiques, assis sur une chaise identique, dans une position identique. Il y en a un qui est embarqué dans un avion, et l'autre qui est dans son jardin, assis dans le gazon. Alors, bien entendu, celui qui est dans l'avion ressent les vibrations de l'avion, le bruit du moteur, voit éventuellement le paysage et les nuages passer à travers les hublots. Mais si c'était un avion parfait, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de vibration, s'il n'y avait pas de bruit, s'il n'y avait pas de son, et s'il n'y avait pas de hublot, eh bien, le personnage qui est dans l'avion ne sentirait pas qu'il se déplace, pas plus que le personnage qui est sur le gazon. Tous les deux sont dans une situation qui est strictement identique. Ils peuvent faire les mêmes choses, jouer au bilboquet, lire un livre, exactement la même chose. Et leur environnement proche sera exactement le même. Alors, bien entendu, ce qui nous apparaît évident, c'est que le personnage dans le gazon est immobile, et le personnage qui est dans l'avion se déplace de façon rectiligne, uniforme par rapport au précédent. Mais pour le physicien, on pourrait très bien considérer une situation différente. On pourrait regarder le personnage qui est dans l'avion, et regarder ce qui se passe pour le personnage qui est dans le gazon. À ce moment-là, on voit que ce personnage dans le gazon circule dans l'autre sens. En fait, il n'y a aucune différence entre l'état de mouvement rectiligne et uniforme et l'état de repos. Tout est relatif, tout dépend de l'observateur.
On va donner quelques exemples de forces. On va par exemple parler des forces de frottement, ensuite on parlera du poids, et ensuite on parlera de la poussée d'Archimède. Les forces de frottement, ce sont les actions mécaniques qui sont exercées par l'environnement d'un objet qui se déplace. L'environnement va frotter, va ralentir l'objet qui se déplace. Quand un objet est en mouvement, les forces de frottement s'exercent toujours dans le sens opposé au mouvement. Dans l'exemple ci-dessous, les forces de frottement sont exercées par les rails. Ici, les forces de frottement sont exercées par l'air. Ici, les forces de frottement sont exercées par la neige. Les forces de frottement s'exercent toujours dans le sens opposé au mouvement. Un autre exemple de force, on va parler du poids. Alors attention parce que il y a très souvent confusion entre deux notions qui sont complètement différentes pour le physicien, le poids et la masse. La masse représente la quantité de matière, la quantité d'atomes qui constituent un objet. Cette masse, elle est exprimée en kilogrammes et cette masse est invariante. C'est-à-dire qu'une haltère de 50 kg pèsera toujours 50 kg quel que soit l'endroit de l'univers où elle se trouve, à la surface de la Terre, à la surface de la Lune, à la surface de Mars, où vous voulez. Elle contiendra toujours la même quantité de matière. Le poids est une force. C'est l'action mécanique, qui est une attraction, exercée par une planète sur un objet à sa proximité. Le poids est toujours vertical et toujours dirigé vers le bas. Le poids n'est pas invariant, il dépend de la planète sur laquelle on se trouve. Par exemple, la masse d'un objet sur la Terre et sur la Lune est la même. Par contre, le poids de cet objet est 6 fois plus faible sur la Lune que sur la Terre. Là où ça devient un petit peu compliqué, c'est que dans le langage courant, il y a une grande confusion entre poids et masse. Par exemple, sur cette étiquette de boîte de conserve de fèves, on trouve ici une indication poids net total 155 grammes, poids net égoutté 130 grammes. En réalité, il ne faudrait pas appeler ça le poids, il faudrait appeler ça la masse. Masse nette totale 155 grammes, masse nette égoutée. Donc cette confusion dans le langage courant entre poids et masse nous complique un petit peu la vie en physique et il faudra bien faire attention. La masse, c'est invariant, ça s'exprime en kilogrammes ou en grammes éventuellement. Le poids, c'est une force, ça dépend de l'endroit où on se trouve et ça s'exprime en newton. Pour mesurer un poids, il suffit d'avoir un dynamomètre ou un newtonmètre. Ce newtonmètre au repos affiche 0 newton. Lorsqu'on accroche une masse de 500 grammes, il affiche 5 newtons. Donc c'est qu'il y a une force qui tire sur le dynamomètre. C'est pas la masse qui tire sur le dynamomètre. Ce qui tire sur le dynamomètre, c'est la force exercée par la Terre sur la masse de 500 grammes. C'est son poids. Donc ce qu'on mesure ici, c'est le poids, la force exercée par la Terre sur la masse de 500 grammes qui s'exerce sur le dynamomètre. Et on voit que pour une masse de 500 grammes, on a un poids de 5 newtons. Suspendons au dynamomètre des différentes masses, de 100, 200, 300 et 400 grammes. Et on mesure l'intensité du poids. Voilà ce qu'on obtient. On s'aperçoit que lorsqu'on double par exemple la masse, on double le poids. Lorsqu'on triple la masse, on triple le poids. Si on trace la courbe, on s'aperçoit qu'on obtient une droite qui passe par l'origine. C'est donc qu'il y a proportionnalité entre la masse et le poids. Et cette proportionnalité, on voit qu'elle est réglée par un facteur 10. Le poids est 10 fois plus important que la masse. Masse et poids sont proportionnels, et le poids est égal à 10 fois la masse. Alors ce coefficient, la 10, c'est celui qu'on a à la surface de la Terre. Si on était sur une autre planète, on aurait un coefficient différent.
En réalité, à la surface de la Terre, c'est pas tout à fait 10, c'est plutôt 9,8 ou 9,81. Et d'une façon générale, on va pouvoir dire que le poids est égal au produit de la masse fois G. P est égal à mg. Le poids s'exprime en newton, la masse s'exprime en kilogrammes dans le système international. Quant à cette constante, G, c'est ce qu'on appelle l'intensité du champ de pesanteur, et ça s'exprime en newton par kilogramme. Et sur Terre, G vaut 9,8 newton par kilogramme. Petit exercice. Un objet dont on ne connaît pas la masse est suspendu à un dynamomètre. On lit 7,5 newtons. Quelle est, exprimée en grammes, la masse de cet objet? Et bien sûr, on précise qu'on est à la surface de la Terre. Vous pouvez arrêter la vidéo, traiter cet exercice, et puis ensuite voir la suite de la vidéo pour voir la correction. On sait que P est égal à mg. Donc M est égal à P sur G. Et sur Terre, G vaut 9,8 newtons par kilogramme. Donc la masse vaut 7,5 sur 9,8, 0,76 kg. On demande la masse en grammes, on fait la conversion et on obtient 760 grammes. Un autre exemple de force, on va parler de la poussée d'Archimède. On se retrouve dans la même situation que tout à l'heure, on a un dynamomètre, on a une masse de 500 grammes, le poids qui est égal à 10 fois la masse exprimée en kilogrammes, 10 fois 0,5 kg est égal à 5 newtons, et le dynamomètre nous indique 5 newtons. Aucune surprise. Alors maintenant, on fait exactement le même montage, on prend le même dispositif, sauf qu'on va immerger la masse de 500 grammes dans de l'eau. On est bien d'accord que 500 grammes, c'est la masse. La masse n'a pas changé. La masse est invariante. Il y a toujours la même quantité d'atomes, la même quantité de matière. Le poids qui est égal à la masse fois l'intensité du champ de pesanteur n'a pas changé, puisque la masse n'est pas changée et on est toujours à la surface de la Terre, donc G vaut toujours à peu près 10 newtons par kilogramme. Donc le poids vaut toujours 5 newtons. Par contre, l'indication qui est donnée par le dynamomètre n'est plus que de 4,5 newtons. Comment interpréter ça? Eh bien, on interprète ça en disant qu'il y a forcément une action exercée sur la masse qui tente à la repousser vers le haut. Cette action qui est exercée sur la masse et qui tend à la repousser vers le haut, c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Quand un objet est immergé dans un fluide, ça peut être de l'eau, ça peut être un liquide, ça peut être un gaz, eh bien le fluide exerce sur cet objet une action mécanique verticale dirigée vers le haut, qui a tendance à repousser l'objet vers le haut. Cette force est appelée poussée d'Archimède. L'intensité de la poussée d'Archimède dépend de plusieurs facteurs. Premier facteur, la masse volumique du fluide. La masse volumique du fluide a une influence, vous vous souvenez peut-être de photos que vous avez déjà vues de baigneurs qui sont dans la mer Morte, une mer extrêmement salée en Israël, et qui flottent beaucoup plus facilement qu'on ne flotte en Méditerranée ou dans l'océan. Et puis deuxième facteur, c'est le volume immergé de l'objet. Je vous parlais à l'instant de la mer Morte, voilà par exemple une photo d'un touriste dans la mer Morte, sans aucun effort, il flotte même assez largement, il y a sa tête entière qui sort et une partie de son buste qui sort de l'eau, finalement il n'y a que son abdomen et ses fesses qui sont dans l'eau, et il peut lire tranquillement son journal. Un autre exemple, on a ici un cristallisoire dans lequel on a du mercure. Bon, le mercure c'est quelque chose d'un peu spécial, c'est un métal, mais il est liquide à température ambiante, et surtout, pour ce qui nous intéresse, il est extrêmement dense. Il est 13,5 fois plus dense que l'eau, plus lourd que l'eau. Eh bien, lorsqu'on va placer des objets métalliques dans ce mercure, ils vont flotter. Ici, c'est une bille d'acier, et ici, c'est une olivette de pêche en plomb. Et ça flotte extrêmement facilement. Donc reprenons l'illustration précédente. On retrouve notre dynamomètre qui n'indique plus que 4,5 newtons, alors que le poids vaut 5 newtons.
Autrement dit, la poussée d'Archimède qui repousse la masse de 500 grammes ici, qui est immergée, vers le haut, elle vaut 0,5 Newton. C'est la différence entre le poids et l'indication portée par le dynamomètre. Autrement dit encore, 5 Newton moins 0,5 Newton est égal à 4,5 Newton. On peut calculer l'intensité de la poussée d'Archimède avec la formule ci-dessus. Je ne vous demande pas de la connaître, je vous demande simplement de pouvoir l'utiliser. Alors la poussée d'Archimède, elle dépend de quoi? Eh bien, elle dépend du volume immergé. Alors si l'objet est complètement immergé, le volume immergé de l'objet, c'est son volume. Mais par contre, lorsqu'il flotte, c'est un petit peu plus compliqué. Ce volume doit être exprimé en mètres cubes. G, qu'on connaît maintenant bien, l'intensité du champ de pesanteur, en newton par kilogramme, 9,8 sur Terre. Ce symbole-là, c'est le M grec, le mu, c'est la masse volumique du fluide, qui s'exprime en kilogrammes par mètre cube. Par exemple, la masse volumique de l'eau vaut 1000 kg par mètre cube. La masse volumique du mercure vaut 13 500 kg par mètre cube. On va faire une petite application numérique. On a pu déterminer le volume de la masse de 500 grammes qu'on a utilisé dans l'exemple précédent. Et on a trouvé 54 millilitres. Alors comment on a trouvé ce volume? Soit la masse avait une forme géométrique et on a fait des calculs, soit on utilisait une méthode qui s'appelle la méthode par déplacement d'eau que je vais vous expliquer après. La question qui est posée, quelle est l'intensité de la poussée d'Archimède exercée par de l'eau sur cet objet complètement immergé? Et on rappelle qu'on est toujours à la surface de la Terre. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, faire l'application numérique et voir ensuite la correction. La poussée d'Archimède, c'est le volume, 54 millilitres qu'il faut convertir en mètres cubes. Or, un millilitre, c'est 1 millième de litre, et un litre, c'est 1 millième de mètre cube. Donc c'est 54 millionièmes, 54 10 puissance moins 6 mètres cubes. La masse volumique de l'eau, 1000 kg par mètre cube, G 9,8 Newton par kilogramme, et on obtient une poussée d'Archimède de 0,53 Newton. 0,53 Newton, c'est intéressant parce que ça correspond à la valeur qu'on avait trouvée expérimentalement avec le dynamomètre. On termine par cette histoire de mesure du volume d'un objet par la méthode du déplacement d'eau. Lorsqu'un objet a une forme quelconque, pour mesurer son volume, c'est extrêmement simple. Il nous faut une éprouvette graduée dans laquelle on a mis un certain volume d'eau, un volume quelconque d'eau. Ici, par exemple, eh bien, ce volume quelconque, c'est à peu près 52 millilitres d'eau. On va faire glisser tout doucement l'objet dans l'éprouvette, et bien entendu, le volume d'eau va monter. L'objet qui va s'immerger va repousser l'eau, on va déplacer de l'eau, et on lit un deuxième volume. Par exemple ici, quelque chose comme 115, un peu plus de 115. Le volume de l'objet correspond en fait eh bien, à la différence de volume. Ici, la différence de volume, c'est 52 millilitres. 115 ou 116 millilitres, la différence 116 moins 52, ça fait 54 millilitres. Voilà, c'est fini. Merci pour votre attention.